Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur notre plateau média, ici au Forum Le Monde Nouveau, qui est situé au Corum à Montpellier, du 1er au 3 octobre. Et maintenant, j'ai le plaisir de recevoir Sylvestre Maurice, astrophysicien toulousain. Bonjour. Bonjour. Alors vous, votre vision sur la Terre, sur notre planète, forcément, elle vient de très loin, parce que vous, c'est dans l'espace que vous avancez. Alors déjà, quel est votre regard justement sur la planète Terre ? Alors le regard des astrophysiciens et la famille dont je fais partie, les planétologues, c'est-à-dire ceux qui étudient les autres planètes, finalement, c'est forcément du recul. Vous savez, en avion, vous commencez à changer un peu le regard sur la planète. Les frontières disparaissent, vous voyez des habitations. Et puis, on dit souvent les astronautes ont ce regard sur la planète depuis la station spatiale. Et Thomas Pesquet envoie des très très belles photos. Et puis, il constate que la planète se dégrade. Et puis, il y a un satellite qui est encore plus haut, qui l'observe à grande échelle. Et puis, après c'est nous. Les astrophysiciens qui embarquons vers Mars, vers Jupiter, Saturne, la Lune, et on regarde de là-bas la planète. Vous vous souvenez peut-être en Apollo 8, une des premières missions fin des années 60 qui va vers la Lune, qui fait le tour de la Lune, c'est la première mission habitée. Les astronautes prennent cette photo extraordinaire de la Terre qui semble se lever au-dessus de l'horizon lunaire. Et on dit que cette photo, très célèbre, peut-être une des plus célèbres du XXe siècle, a éveillé les consciences écologiques. Il fallait aller sur la Lune pour découvrir la Terre. Et c'est ce que nous faisons. Nous allons sur toutes les planètes, nous apprenons de chacune des planètes, de leur fonctionnement, de leur naissance, de leurs particularités. Et plus nous apprenons du système solaire, plus nous découvrons qu'il y a une planète qui ressemble à aucune autre, une planète bien spéciale, et c'est la Terre. Et justement, qu'est-ce que vous voyez sur cette Terre ? Est-ce qu'on voit de loin qu'elle ne va pas bien, cette Terre ? Alors, de loin, nous, on ne voit pas qu'elle ne va pas bien. Jusqu'à Jupiter ou même à Saturne, une fois Neptune, on a pris une photo, on l'appelle le pale blue dot, le petit point bleu dans le ciel. On se dit surtout, quand on est très loin, quand on la regarde, qu'elle semble flotter dans un grand vide. Il n'y a pas grand-chose autour, et ça, c'est déjà un premier enseignement. Ensuite, on se dit qu'elle a une distance du Soleil très intéressante, elle a une atmosphère, un champ magnétique, des caractéristiques que n'ont pas d'autres planètes. Il y a d'autres planètes qui ont de l'eau liquide, mais aucune en surface. Il y a d'autres planètes qui ont des atmosphères, d'autres planètes qui ont des effets de serre, bien pires que le nôtre. Je vais sur justement Vénus pour apprendre comment fonctionne l'effet de serre qu'on retrouve sur Terre. Il fait 450 degrés à la surface de Vénus, c'est terrible. Je vais sur Mars pour se dire, tiens, si j'avais pas de couche d'ozone, qu'est-ce qui se passerait? Et donc, j'enrichis ma connaissance en planétologie comparative de la Terre grâce à toutes les planètes. Et je suis plus à même de faire un bilan en me disant quels sont les processus qui semblent être naturels, fonctionnent général, et puis qu'est-ce qui finalement a l'air de changer, et ça c'est un peu notre faute. Et justement, vous avez un regard de très loin, vous le disiez, ce métier ça fait plus de 20 ans que vous le faites. Est-ce que des gens, on parle en années-lumière quand on est dans l'espace, est-ce que déjà en 20 ans vous avez vu des différences? Est-ce qu'il y a la même photographie de la Terre il y a 10 ans aujourd'hui? Non, très honnêtement, à l'échelle où nous regardons de très loin, les planètes, les objets changent assez peu. Depuis très loin, depuis l'orbite, on voit effectivement la fonte des glaces, on voit beaucoup de choses. Mais encore plus loin, pas grand-chose. Mais c'est surtout notre regard qui a changé. Dans les années 60, 70, on partait à la conquête du système solaire. On disait, bon, en l'an 2000, on habitera sur la Lune, on habitera sur Mars, etc. Et notre regard a extraordinairement évolué. C'est peut-être ça la chose la plus importante. C'est nous qui avons compris. C'est nous qui avons changé en même temps, en réaction à la planète. C'est important, ça. Et cette planète Terre, est-ce qu'elle est vouée forcément à disparaître? Est-ce qu'on peut la sauver, la Terre? Alors, là, il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'elle est vouée à disparaître? Oui. C'est clair, c'est net. C'est net. Le Soleil est une étoile qui consomme un carburant, c'est de l'hydrogène, et qui, une fois qu'il sera épuisé avec différents stades, deviendra une géante rouge et embarquera la Terre. Et donc, un jour, la Terre, mais vraiment, va disparaître au sens... Il n'y a pas de notion d'infini, alors? Non, pas dans cette direction-là, en tout cas pas dans celle de 5 milliards d'années. Mais ce n'est pas notre propos, ça c'est un temps géologique. C'est-à-dire c'est un temps astronomique. Voilà. Sur des temps plus courts, prenons un temps, maintenant on va changer d'échelle de temps à l'échelle de quelques millions d'années. Ben là, non. C'est même pire que ça. C'est probablement nous qui allons disparaître ou évoluer. Mais en tout cas, la Terre, on le sait parce qu'on a l'expérience du passé, nous oubliera. Et c'est un peu un message intéressant, hein. On dit toujours « sauvons la Terre ». Oui, il faut sauver la Terre parce qu'on en a besoin, mais la Terre, elle se moque de nous, hein. Si on disparaît, dans quelques dizaines de millions d'années, elle aura repris exactement sa forme et le système sera mis à refonctionner. Elle n'a pas besoin de l'humanité. La Terre n'a pas besoin de l'humanité.
Ensuite, à l'échelle, c'est toujours une histoire d'échelle, hein, l'échelle de temps, à l'échelle cette fois-ci des civilisations, de quelques centaines, milliers d'années, là on est lié extraordinairement à la Terre, on est des enfants de la Terre, et la Terre est notre avenir, et c'est en cela qu'il faut protéger la Terre. Donc vous préférez dire qu'il ne faut pas sauver cette terre, mais l'humanité. Tout ce qu'on fait aujourd'hui pour cette transition écologique, c'est pour l'humanité. Je pense que c'est ça le principe. Ce n'est pas la Terre en elle-même. La Terre, c'est un système physique qui fonctionne très bien, avec une grosse inertie, grosse masse, qu'on est en train de perturber, mais on lui donne un petit coup qui reviendra à l'équilibre dans quelques centaines de millions ou dizaines de millions d'années. Ce qui est important, c'est ce qui s'y passe sur cette Terre, et c'est la vie en général, et la partie de vie qui nous intéresse, c'est-à-dire les humains. Et je pense que le paradigme posé ainsi nous permettrait de faire des choix de temps en temps différents en disant ben voilà, est-ce que je veux sauver les hommes ou je veux sauver la planète? Ce n'est pas forcément la même chose. Alors vous, justement, vous êtes un chercheur, un astrophysicien spécialisé dans la recherche martienne. Mars, vous avez déjà envoyé 2 robots, vous avez contribué à ces recherches. Curiosity, qui a confirmé les conditions d'habitabilité. Et puis aujourd'hui, maintenant, les recherches avec Persévérance pour savoir est-ce qu'il y a déjà eu de la vie sur Mars. Alors la question, est-ce que Mars peut devenir notre deuxième maison? Oui, alors on étudie Mars exactement pour mieux comprendre la Terre. Un peu le schéma que je vous ai expliqué. Vous savez, la Terre est une planète qui est très active. Il y a eu beaucoup d'érosion, l'érosion de l'eau, du vent, et une planète qui a effacé sa mémoire. Donc on ne sait même pas, on n'arrive pas à comprendre comment la vie est apparue sur Terre. Alors on va sur Mars. Mars est un peu l'inverse, c'est une planète qui est gelée dans son passé. Et donc on va comme ça sur Mars pour étudier une sorte de passé de la Terre. Parce que depuis 3 milliards d'années, il ne se passe plus grand-chose sur Mars. À une époque, il y avait une atmosphère dense qui était protégée par un champ magnétique, puis l'atmosphère a été soufflée par le vent solaire. Et donc aujourd'hui, c'est une planète froide. Terriblement froide, ça peut descendre à moins 125. Nous, sur nos robots, on a moins 90 la nuit en ce moment. Pas vivable pour l'instant. Oui, il y a très très peu d'atmosphère. Et donc, on voit que c'est une planète hostile. Ce n'est pas une planète pour les hommes. Et les hommes sont, encore une fois, enfants de la Terre. On a évolué, c'est Darwin qui nous l'a dit, avec tous les paramètres, notre gravité, notre spectre solaire. On est lié à la Terre. On est lié à la Terre. Sur Mars, on ira un jour, je souhaite, pour l'instant c'est l'époque des robots, je souhaite que des astronautes puissent se poser, explorer pour des raisons scientifiques, d'inspiration. Je dirais 30, 40, 50 ans, on va se donner du temps, c'est très très compliqué, mais ça ne sera jamais la vie. Vous me posez la question, est-ce qu'on peut vivre sur Mars? Eh bien, la réponse est non. On peut survivre, c'est-à-dire vous prenez la station spatiale qui tourne autour de la Terre, puis intellectuellement vous la posez sur Mars. Mais voilà. Eh bien, l'astronaute sort, il va explorer avec son scaphandre, il n'y a pratiquement pas d'atmosphère. C'est très très hostile. C'est pas la vie, c'est pas la survie. La vie, elle est sur Terre. Est-ce que votre réponse du non, c'est aujourd'hui, mais est-ce que dans des milliards d'années, puisque c'est comme ça, quand on est astrophysicien, on parle en milliards d'années, on voit très loin, on voit au long terme, est-ce que plus tard ce sera possible? Est-ce que pour une génération future, si l'humanité existe encore? Alors, nous on parle en milliards d'années lorsqu'on parle de processus astrophysiques. Quand on parle d'humanité, il faut qu'on arrive à en parler en centaines, en milliers d'années, ce qui d'ailleurs ne sont pas tellement à nos échelles. La Terre, la planète Mars, comme la Lune, comme d'autres, ne sera jamais habitable, au sens où on définit l'habitabilité sur Terre, un endroit où on pourrait, par exemple, avoir de l'eau liquide en surface, où on pourrait se nourrir, respirer, etc. Donc, non, Mars ne va pas changer. On a fait des études théoriques en disant est-ce qu'on pourrait changer le climat sur Mars? On n'est pas capable de le faire avec nos moyens et sur des échelles de temps. Et puis, la Mars est une planète qui est trop petite, ça serait un système instable. Non, Mars ne va pas changer. Je crois qu'il faut se faire à l'idée qu'on peut aller, on peut aller sur Mars, l'explorer. On peut aller explorer la Lune, on peut aller se poser sur un satellite de Jupiter si on veut, et il faut le faire. On peut aller dans l'espace, mais la vie, au sens où on l'entend, la vie des hommes, elle est sur Terre. Alors, d'accord, Mars c'est non, mais peut-être une autre planète, Vénus, Pluton. Non, c'est pareil, Vénus est trop chaude, Pluton est trop loin. Il n'y a pas de plan B. Mais en fait, voilà, vous l'avez dit, il n'y a pas de plan B parce que dans le système solaire, il n'y a pas d'autre Terre. Il n'y a pas une Terre 2.0 qui... Non, il n'y en a pas dans le système solaire. Alors, on n'a pas fait, évidemment, je parle que du système solaire, c'est-à-dire les planètes attachées à notre étoile, le Soleil. Il y en a d'autres. Des soleils, il y en a d'autres. Dans la galaxie, il y en a 200 milliards, des galaxies, il y en a 5 milliards. On peut faire un calcul rapide, on pourrait montrer à peu de choses près qu'il y a pratiquement autant de soleils dans l'univers que de grains de sable sur Terre. Ça en fait beaucoup. Je ne suis pas capable je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des planètes, parce qu'on en a découvert beaucoup. Je ne suis pas capable de dire si ailleurs, il n'y a pas un plan B.
mais il n'est pas accessible. Dans l'état de nos connaissances, il nous faudrait des dizaines de millions d'années, des milliers d'années pour aller vers une autre planète. Donc, ce n'est pas jouable. On verra comment la science qui rejoint la science-fiction évolue. Mais dans le système solaire, non, il n'y a pas de plan B. Voilà, donc on est voué à vivre sur cette Terre. Ça fait déjà plusieurs milliers d'années qu'elle existe, encore prochainement. Donc si on n'a pas de plan B et qu'elle va disparaître. Non, non, mais attendez, elle va disparaître dans 4,5 milliards d'années, c'est pas le problème. Non, il faut plutôt s'intéresser aux 100 prochaines années, aux 1000, où là, elle tourne assez mal. Il n'y a pas de plan B, donc il va falloir qu'on corrige le tir. Comme tout ce qui se passe ici, on est tous en train de dire, les nombres ne mentent pas. Il y a des chiffres qui sont factuels et on voit une évolution de plein de paramètres qu'on observe depuis l'espace, d'où l'intérêt de l'observation spatiale, qui nous disent que la planète ne va pas bien, elle prend un chemin qui est pas bon, qu'on n'a jamais connu dans l'histoire. On a déjà connu des évolutions en température, mais jamais sur une période de temps. Et donc, ça, c'est plus l'échelle de l'astrophysique, hein, c'est l'échelle des civilisations qui est en centaines, milliers d'années. Hein. Et donc là, effectivement, il n'y a pas de plan B. Donc, corrigeons le tir. Il faudra s'adapter, il faut faire des compromis, changer notre façon de penser. Je crois que c'est un peu l'objectif des réflexions qui sont menées ici. Est-ce que vous avez l'impression que l'opinion publique en a conscience de pas de plan B? Il faut sauver cette humanité sur Terre, en tout cas. On est lié à la Terre. Hein. La conscience est quasi générationnelle, j'ai l'impression. Il y a une génération qui ne savait pas. Et puis peut-être celle des années 50, 60. La génération qui commence à prendre conscience. Celle des années 80, 90, 2000. Et puis la génération des jeunes aujourd'hui, qui est bien plus au courant et donc qui agit au quotidien. Malheureusement, on leur a légué une planète pas forcément en bon état, avec une perspective un peu inquiétante. Oui, je suis très optimiste, à la fois par l'envie et le besoin, et aussi par la technique, la technologie. On est dans un monde de science, et la science essaie de trouver des solutions, que ce soit des solutions technologiques en production d'énergie ou bien des solutions diverses pour essayer d'améliorer la situation. Donc non, il faut rester optimiste, c'est important. Ce n'est pas pour se dédouaner, mais on le sait, il y a déjà eu des épisodes sur Terre avec la disparition des dinosaures. Aujourd'hui, cette planète, elle va mal. Est-ce que c'est totalement de la faute des humains, de l'humanité? Est-ce qu'elle aurait pu retrouver un cycle où elle aurait disparu ou... Alors, maintenant, on a suffisamment d'évidence pour dire que les dérèglements du climat, les pollutions de l'eau, par exemple, ou de la perte de biodiversité, oui, ce sont les humains qui en sont, il n'y a plus de débat, qui en sont la cause, il n'y a plus de débat là-dessus. Vous avez parlé d'autres disparitions d'espèces, hein, c'est déjà arrivé à cause de chutes d'astéroïdes, etc. Il peut toujours y avoir des événements catastrophiques extérieurs, exogènes, mais là, on est très clair, tout ce qui se passe en ce moment, c'est de notre faute. Et avec un moteur principal, c'est celui de la démographie. Si on avait une planète avec 1 milliard de personnes, on n'aurait pas trop de problèmes. Elle fait qu'exploser cette démographie. Voilà. Alors, c'est le climat, et, biodiversité, de l'eau, tout ça, démographie, c'est ce qui rend la chose difficile, avec une petite couche de politique. On mélange tout ça et il va falloir s'en sortir, c'est très clair. Vous le disiez, hein, cette Terre, elle va mal, on le sait. Parfois, dans l'opinion publique, il y a une critique qui peut revenir parfois. On se pose la question... Pourquoi on investit autant d'efforts humains, d'efforts financiers vers l'espace, alors que le problème, il est sur Terre? Pourquoi on va dans l'espace? Alors, on va dans l'espace, on pourrait répondre par la négative. Je veux dire, aujourd'hui, je vais vous couper votre système de positionnement. Il s'appelle Galileo, il s'appelle le GPS américain. Vous allez voir que ça va rendre les choses plus compliquées. Hein. Ça marchera beaucoup moins bien, les petites applis. Et le nombre, les gens ne se rendent pas compte, le nombre de développements qui viennent de l'espace, ne serait-ce que les indicateurs qui permettent de faire l'état de la planète et dire où il faut agir, ce sont en grande majorité des indicateurs qui sont acquis par des satellites. Évidemment, il y a la météo, mais il y a la surveillance des cultures, et puis il y a les affaires militaires qui sont quand même une chose importante sur notre planète. Non, l'espace est un segment fondamental de notre société qui... au contraire, le but, c'est l'espace pour la Terre, et c'est très clair, et cet espace qui va nous aider à progresser sur notre planète Terre. Effectivement, la toute petite partie, c'est pratiquement moins de 2% de l'espace qui va vers la Lune, qui va vers Mars. Ça, on pourrait s'en passer, mais c'est un choix
de civilisation, quasiment un choix culturel et politique, de dire je veux comprendre ces planètes pour me comprendre la Terre. Mais l'espace, avant tout, ce sont tous les satellites qui sont en orbite et qui nous aident à comprendre là où on en est. Est-ce que presque on peut dire que c'est grâce à ces recherches spatiales qu'on est plus au courant de ce réchauffement climatique? Oui, très clairement. C'est grâce au spatial, au segment spatial, que l'on est en particulier plus quantitatif. Ce n'est pas tout de dire ouais, les glaces fondent. Ben non, il faut envoyer un satellite pour qui tous les jours regarde quelle est la surface des glaces et puis nous quantifie de combien on perd à tel endroit. On peut augmenter ponctuellement à tel autre endroit. Donc non, l'espace, c'est un point de vue. On a commencé en parlant le recul que je voudrais donner. Moi, je vais peut-être un peu loin, peut-être trop loin. Mais en tout cas, de l'espace circumterrestre, je regarde et je vois tout ce qui se passe et tout ce qui change. Vous l'avez dit, dans notre système solaire, il n'y a pas de plan B. Mais est-ce que grâce aux recherches spatiales, on a réussi à voir, est-ce qu'avant nous, il y a déjà des planètes qui ont connu ce processus de destruction d'effets de serre? Est-ce qu'on a des exemples? Alors, le système solaire est assez bien connu, avec 8 planètes et plein de petits corps. La galaxie a déjà connu des étoiles qui ont explosé. Bien sûr, ça arrive assez régulièrement, des plus vieilles, enfin, ou en général elles sont plus grosses, donc elles évoluent plus vite. Des planètes qui ont explosé, j'en suis sûr, beaucoup. Mais on parle d'un problème difficile parce que la vie, pour l'instant, on n'en a qu'un seul exemple et il est sur Terre. Et on ne va pas jouer aux apprentis sorciers en disant on va faire un test pour voir si ça marche ou ça ne marche pas. Et la recherche spatiale, ça représente quoi concrètement en chiffres et puis aussi en termes de nombre de fusées? On en envoie combien par jour? Ah, des fusées, ça c'est une question intéressante. Les gens ne réalisent pas souvent qu'on envoie une centaine de fusées par an. C'est énorme. Il y a eu des époques, on en faisait plus encore, dans les années 60-70. Mais on lance à peu près, 2 fusées par semaine sur toute la planète, souvent les Chinois, et puis les Américains, les Russes, les Européens, les Japonais, les Indiens. Voilà, c'est quelques. Et puis de temps en temps, il y a d'autres pays, mais ça, c'est les grandes puissances spatiales, et qui envoient ces satellites avant tout, encore une fois, pour regarder la Terre, dans toutes ces longueurs d'onde, dans toutes ces dimensions, les pôles, l'équateur, mais on peut regarder les nuages, les surfaces, etc. Ponctuellement, on envoie des astronautes pour des vols habités, c'est aussi pour regarder la planète carrément avec leurs yeux et puis nous prévenir. Comme Thomas Pesquet ? Comme Thomas, leur message est très important. C'est aussi pour faire des expériences, parce que c'est un monde à part, le monde spatial, c'est un monde où il n'y a pas de gravité, où la gravité, on est en chute permanente, et donc on peut faire des expériences qui sont des expériences qui nous apprennent des mécanismes, ou bien qui nous permettent de développer potentiellement de nouvelles voies, qui soient en biologie, médicale, en physique, etc. Et encore le troisième segment, donc tous ces satellites d'observation de la Terre, les astronautes, et puis les satellites qu'on appelle purement scientifiques d'observation de l'univers, qui sont des télescopes qui vont regarder, on connaît bien le Hubble Space Telescope, et on va en envoyer un nouveau pour regarder l'univers, dans toutes les longueurs d'onde, en infrarouge, en rayons gamma, en rayons X, etc. Soit les sondes interplanétaires, on revient au propos du début, ces sondes qui partent très loin, d'abord la Lune, puis Mars, Vénus, et puis encore plus loin. Est-ce que la recherche spatiale, elle est polluante? Vous me parlez d'une centaine de fusées par an. Est-ce que c'est polluant? Quel type de carburant? Oui, c'est polluant. Non, c'est polluant. On va pas se leurrer. Quand on envoie une fusée, eh bien, on brûle du carburant. Une fusée représente, il faudrait faire la quantifier, mais je crois que c'est à peu près un vol Paris-New York. Alors, c'est polluant. C'est pas monstrueux, il y a beaucoup plus de 100 vols Paris-New York. Et c'est nécessaire pour vous, il y a une forme de pollution. Voilà. Et là, il ne faut pas être naïf. On peut pas, voilà. Nous, par exemple, on va sur Mars, on a déjà fait 45 missions sur Mars, elles sont toujours là-bas. Hein. On n'a jamais eu une fusée pour les rapporter, on pollue. Quand on va sur la Lune, on pollue. Alors on pollue avec, c'est du métal, il y a quelques carcasses qui traînent, qu'elles sont plus fonctionnelles. Il ne faut pas être naïf. On peut ne pas le faire, là on ne polluera pas. Mais on pense que dans un équilibre, et je pense que c'est dans un équilibre comme ici, hein, on peut faire ce colloque sans électricité. Ça marche mieux quand on met de l'électricité dans la pile qui est dans le micro. Et bien voilà, nous, l'exploration spatiale pollue de façon raisonnable. Elle pollue quoi? Nous, on a notre vision sur Terre, mais est-ce qu'elle pollue? Elle pollue un petit peu, on va mettre des carcasses. Oui, on a des satellites qui sont en orbite. Alors on fait très attention à bien les gérer. Vous savez, sur les orbites des satellites, on fait attention à ce qu'il y a des orbites de parking où il y a un vieux satellite qui va mourir, on l'installe pour pas qu'il gêne les autres.
On a de temps en temps des débris de fusées qui explosent, de satellites qui ont explosé. Donc on Et gère. ça pollue le système solaire peut-être. Alors ça pollue nos orbites martiennes, nos orbites terrestres. On pollue un peu le système solaire quand on met. Dès que je mets une sonde sur Mars, ben, je dis est-ce que j'ai pollué? Il faut définir comment on appelle ça pollution. Mais je pense qu'on est une génération, une époque beaucoup plus raisonnable que ce qu'on faisait au début. Quand un satellite est en fin de vie, on ne le laisse pas où il est, on le met dans une orbite de parking. Si on peut le redescendre sur Terre pour le brûler, c'est encore mieux. Comme ça, Le brûler? Oui, ça c'est facile, ça brûle dans l'atmosphère, c'est Non, pas mais très compliqué. C'est pas grand-chose. La pollution dans l'espace, elle est un petit peu différente. C'est surtout autour de la Terre, ces orbites qui sont occupées et puis qui resteront occupées pendant très longtemps. Vous m'avez dit aujourd'hui c'est près d'une centaine de fusées par an, avant beaucoup plus. Déjà pourquoi il y a une réduction? C'est une forme de politique? Non, oui, parce qu'il y a les années 60-70, il y avait une course entre deux pays terribles. Donc l'Union soviétique et les Américains. Et à l'époque, il y avait plus de fusées. Puis ça s'est calmé. Puis ça a repris. À l'époque, on avait fusées qui envoyaient un satellite. Maintenant, on envoie des grappes de satellites. On en envoie plus à la fois. On peut avoir besoin de moins de fusées. On s'organise. L'espace change beaucoup. On a appelé ça le New Space, une nouvelle façon de faire de l'espace avec des privés. Enfin, il y a toujours eu des entreprises privées, bien sûr, qui étaient derrière les grandes agences. Donc on s'organise. Toujours pour mieux connaître la Terre. On aurait du mal maintenant à concevoir justement notre vie sans ce segment spatial et mieux comprendre comment elle fonctionne et son avenir. Tout à l'heure, vous me parliez de Thomas Pesquet. On les connaît tous, ces photos qu'il balance sur les réseaux sociaux. Il y a une forme presque de fantasme qui est en train de se créer sur l'espace. On le sait que notre planète est en train de brûler depuis plusieurs décennies. Est-ce que vous avez l'impression que cette opinion publique, elle a ce fantasme sur l'espace, elle devient plus proche que jamais, hein? Alors, l'espace, les affaires spatiales ont toujours captivé. Il y a un regard d'enfant, soit sur les robots, une part de rêve sur l'espace. Et il y a des films, hein, par exemple, Hollywood a repris ça, et il y a des films français qui sont très bien aussi sur l'espace. Donc, c'est toujours quelque chose qui a plu. Et puis l'espace, parce qu'il y a cette part de rêve, et les astronautes en particulier, parce qu'ils incarnent, au sens littéral, hein, dans la chair, l'exploration. Donc, on regarde avec bienveillance en général les affaires spatiales, ça captive les gens. On le voit dans la vie de tous les jours. Je dirais presque que l'espace, c'est cool. Les gens aiment l'espace. Thomas Pesquet a contribué à ça. En est le fer de lance en ce moment, et c'est très bien. Parce que, encore une fois, l'espace a ce recul qui permet de faire de la mesure physique, de l'observation, mais de mieux comprendre ce qui nous arrive. Alors, vous dites que c'est une bonne chose, mais il peut y avoir une forme de dérive, il y a du tourisme spatial qui est en train de se créer. Me dire que moi, peut-être l'été prochain, je vais aller faire un petit séjour sur la Lune, pardon, est-ce que c'est normal? Alors, c'est difficile à dire, effectivement. Là, cette année, on a une grande évolution avec des vols suborbitaux pour 2 sociétés, avec un vol orbital pour une autre société, avec des astronautes qui n'ont pas fait grand-chose. Hein. La capsule était pilotée toute seule, mais ils ont fait un bel exploit qui est à l'échelle des exploits, je dirais c'est quasiment des exploits sportifs. On ne peut pas dire, vous savez, quand l'aviation a commencé, les gens regardaient les avions en disant « mais c'est quoi ces personnes plutôt riches qui vont faire un tour en avion ?» Le raisonnement n'était pas écologique, le raisonnement était assez financier, économique, et puis on n'imaginait pas ce que 100 ans plus tard deviendrait l'aviation. Donc j'ai du mal à me prononcer, mais le monde de l'espace change, des nouveaux acteurs, et je pense qu'ils sont des gens raisonnables et ils arriveront à compenser la perte écologique qu'ils entraînent. Mais je pense quand même que plus les gens iront dans l'espace, plus ils regarderont différemment, avec une vue plus bienveillante, la planète. Pour vous, c'est une bonne chose. Vous êtes astrophysicien, c'est votre métier. Vous avez fait de nombreuses études pour ça. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose que ça soit accessible l'espace, que ça ne reste pas quelque chose, voilà, quand même Oui, je pense que, alors, mon espace est très lointain, celui de la Lune ou de Mars ou de Jupiter. Là, ce n'est pas encore accessible. Mais sur l'espace terrestre, en orbite autour de la Terre, je pense que plus on va, en voulant emmener des touristes, on crée un modèle économique, on fait des fusées moins chères, on va développer de nouvelles technologies qui vont permettre aussi à plus de satellites scientifiques. L'espace a toujours été compliqué parce que le coût du kilo en orbite est très élevé. Et donc, plus on avance dans la technologie, si tous ensemble on y va, plus je pense on sera gagnant. Après, il faut mettre des règles, et donc il y a des règles qui sont en train de s'installer. Il y a eu des règles qui sont installées sur
les sondes là où elles sont. Elles ne peuvent pas être n'importe où, pas trop près les unes des autres. Il y a un espace qui devient militaire dans le même temps. On voit que chaque agence spatiale crée avec son armée un département de l'espace. Voilà, le monde est un peu plus compliqué, le monde est toujours très politique. Mais l'espace reste le meilleur point de vue qu'on peut avoir sur la planète. Et justement, l'exemple phare de cette conquête spatiale, de ce tourisme, c'est évidemment Elon Musk qui, lui, annonce justement une conquête spatiale à travers son entreprise SpaceX. Vous en pensez quoi, vous, justement, de ça? Ah, Elon Musk, toujours. Alors, Elon Musk, alors, le personnage est fascinant, hein, bien sûr, génial, une personnalité compliquée. Dans notre métier, on ne peut être qu'admiratif de sa réussite, mais les scientifiques, on n'a pas beaucoup d'originalité en tout cas, et la starification ou le côté gourou, je ne suis pas sûr que ça, on adhère beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui est brillant, quelqu'un qui n'est pas né seul, hein, qui est né par la NASA, qui avait déjà depuis très longtemps des entreprises privées qui s'appelaient Boeing, qui s'appellent Lockheed, etc. Et puis il a dit, on va en faire naître une nouvelle, on va l'aider. Et puis le type étant génial, ça bouscule un peu. Et je pense qu'on a toujours besoin d'être bousculé. On avait un fonctionnement qui datait fin des années 50, hein, des premières fusées, des premiers satellites, des premiers hommes dans l'espace, et puis par des agences qui étaient des agences nationales très fortes. On a vu arriver des sociétés privées qui ont construit des satellites ensuite, et puis qui même les ont construits tout seuls. Des satellites de météo et puis qui ont vendu de la donnée. Enfin, il y a un système qui évolue, qui est en permanente évolution. Elon Musk est d'un segment assez populaire, aidé par les réseaux sociaux de cette évolution. Pour l'instant, il fait des fusées sur Terre, ça c'est entendu, mais qui vont soit déposer des satellites, soit emmener des astronautes jusqu'à la station spatiale. Extraordinairement brillant. Il a toujours dit qu'il avait des ambitions extraterrestres. À une époque, c'était d'aller sur Mars et il y croit, parce qu'il a envie d'aller explorer Mars. Oui, sauf qu'il a tort sur le calendrier. On n'ira pas dans 5 ans, dans 10 ans. J'aimerais que dans 10 ans, on retourne vers la Lune, et ce n'est pas sûr. Tout le monde est en train d'essayer de le faire. Il y a aussi d'autres priorités, vous l'avez dit, sur la planète. Donc, et il a bien compris qu'on ne retournerait pas vers Mars sans faire un passage par la Lune. Et je pense que là, son discours est plus cohérent. Et quand on est des scientifiques comme vous, est-ce qu'on a envie de travailler avec un personnage comme Elon Musk, justement? On est sur des champs assez différents. Lui, il fait des fusées, il peut faire des satellites. Les scientifiques que nous sommes, explorateurs de l'espace, on a besoin d'un accès à l'espace. Et c'est ça qui nous donne. Il le rend accessible, cet espace? Il le rend un petit peu plus accessible, comme les agences, comme Ariane côté européen, comme des fusées Atlas américaines ou des fusées Soyouz soviétiques, russes maintenant, ça a changé, c'est même fusées. Mais je veux dire, nous, plus les fusées seront là, à condition qu'on organise un peu le système. Il ne faut pas que le système devienne complètement libéral, parce que nous, on ne gagne pas d'argent dans l'espace, hein. On va explorer, on fabrique de la connaissance, on ne la vend pas, on la donne à tout le monde, et je pense que c'est une bonne chose. Et donc, il faut un peu organiser le système, mais plus l'accès à l'espace sera facile, plus, je pense, on sera gagnant. Et pour finir, justement, encore, pour parler d'Elon Musk, il a créé justement une constellation Starlink pour avoir un peu Internet partout. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, sur le principe, c'est une bonne chose. Mais voilà, là, on touche quelque chose d'important, c'est-à-dire c'est une bonne chose de vouloir que tous les hommes, avec un grand H encore une fois, sur la planète aient accès à Internet, par exemple, ou une bonne communication, à l'information, c'est une très bonne chose. Et après, ça pollue. Voilà. Alors, ce n'est pas la fusée qui pollue. Là, on parle d'une pollution plus originale, c'est la pollution lumineuse. On voit maintenant des grappes de satellites dans le ciel qui défilent. Et pour les astronomes que nous sommes, en regardant l'univers, ça nous gêne. Alors, on est une petite niche. Je pense que l'effort qu'il donne, ce qu'il va donner au monde entier Internet est plus fort que les quelques astronomes. Mais on lui a demandé de changer la peinture pour pas qu'il brille et il le fait. Donc il a répondu aux attentes des astronomes. Il y a encore pas mal de choses à veiller. La pollution de l'espace est une chose qu'on prend très au sérieux. Et justement, pour finir, j'en parlais tout à l'heure avec un philosophe, Dominique Bourg, que je recevais. Moi, j'ai l'impression, vous savez, on a déjà cette problématique sur la planète qu'on consomme trop, qu'on est en surconsommation, que c'est les sociétés modernes qui veulent ça. J'ai l'impression qu'on ne retient pas vraiment les leçons parce qu'on est déjà en train de faire ça sur l'espace. Pourquoi créer une constellation pour avoir toujours plus d'Internet? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'Internet lorsqu'on est sur l'eau en mer?
Ben, oui, alors sur l'eau en mer, c'est peut-être moins important que dans certains continents où on est très loin de la liaison. Et puis pour des bateaux qui ont besoin des bateaux marchands qui ont besoin d'une liaison, alors ils ont déjà la navigation, le positionnement, mais la course en avant, je ne peux pas la débattre. Elle est surtout entraînée par deux choses: une population qui n'en finit pas de croître, et puis une sorte de vision de la richesse des hommes qui font qu'on a besoin de plus de choses. Pas mon champ. Je ne peux que constater les effets sur la planète. Mais après, voilà, ce qui est très clair, c'est que pour sauver la vie et la façon de vivre sur Terre, il va falloir faire des changements qui sont aussi ceux de notre vie. Eh bien, merci pour ces derniers mots, Monsieur Sylvestre Maurice. Merci aussi pour cet échange très enrichissant et toutes ces connaissances, de les avoir partagées avec nous. Merci. Merci à vous.